l'ancien président américain qui a vu sa résidence de Floride perquisitionnée dans la soirée. Il crie à la persécution politique digne, je cite, d'un pays du tiers-monde. Margot Haddad, bon, quel est le pourquoi du comment de cette perquisition déjà? Pourquoi le FBI est-il allé dans cette résidence? On aurait pu croire que c'était en lien avec les événements du Capitole. Il semblerait que non. Pour l'instant, on n'a pas de version officielle du FBI et ça, c'est important de le rappeler. On a eu vent de cette perquisition via Donald Trump, via un communiqué qui parle de perquisition politique. Selon les médias américains, pour le moment, il s'agirait d'une affaire de mauvaise gestion de documents classifiés. Il faut le savoir, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En janvier, déjà, le FBI avait perquisitionné cette villa de Mar-a-Lago en Floride, où Donald Trump n'est pas, d'ailleurs. Il est actuellement à New York depuis lundi et il a passé ses vacances d'été dans le New Jersey sur son golf à Bedminster. Et il s'agirait d'avoir récupéré des documents classifiés. En janvier dernier, il y avait déjà eu 15 cartons de documents classifiés qui avaient été récupérés à Mar-a-Lago par le FBI, avec notamment des lettres entre Barack Obama et Kim Jong-un et également des documents classés secrets confidentiels. Il y a une loi aux États-Unis qui date de 1978 qui veut que tout président américain remette intégralement tous ces documents, y compris les emails, à l'Agence fédérale des archives nationales, ce que Donald Trump n'a pas fait. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante qui circule dans New York Times, c'est que Donald Trump aurait mis des dossiers, des liasses de documents dans les toilettes de la Maison-Blanche pour essayer d'effacer certains documents. Et ça, ce sont des informations qui viennent de sources au sein même de la Maison-Blanche via le New York Times. Donc on sait que Donald Trump a tout de même cette attitude à vouloir classer, mettre de côté certains documents. C'est vrai que c'est assez farfelu, mais bon, Donald Trump peut toujours nous étonner. Vincent, ce dont parlait Margot Haddad, cette loi de 1978 qui fait suite à l'affaire du Watergate, je crois, sous Richard Nixon, bon, Donald Trump ne l'ignore pas. Pourquoi est-ce qu'il part de la Maison-Blanche avec ses cartons sous le bras? Il sait très bien qu'il va avoir des problèmes. Est-ce que c'est un sentiment de vouloir montrer que de toute façon il est au-dessus des lois? Vous savez, son Disneyland personnel, Mar-a-Lago, donc à Palm Beach, en Floride, ça rime avec démago et avec parano. Donc chaque fois qu'il se heurte à une adversité, notamment une adversité objective, légale, politique, il invoque évidemment le complot, la persécution. C'est fondamentalement un conspirationniste, il l'a montré d'abondance au moment de la séquence électorale qui lui a été fatale. Donc, au-dessus des lois, oui, absolument. C'est-à-dire que lui estime, comme tout populiste de base, c'est un pléonasme, je le reconnais, qu'il a la légitimité populaire, qu'il a le soutien du vrai peuple américain. Et dès lors, tout ce qui va à l'encontre de sa volonté, ou de ses caprices, pour être plus précis, ça relève de la vaste conspiration des élites de la côte Est qui détestent les pecnos du centre du pays, donc son bastion électoral. Pecnos, ça n'est pas évidemment mon propos, c'est celui que Trump prête à ses adversaires. Et donc voilà, ça nous renvoie d'ailleurs, même si la gravité n'est pas de même nature, ça nous renvoie à ce que fut son attitude au moment de l'assaut sur le Capitole. C'est-à-dire, je n'ai pas pu être battu, sinon par la fraude. Dès lors, la légitimité que me vaut le soutien populaire me donne le droit d'inciter, pour dire le moins, à prendre d'assaut ce qui est le fief absolu de la démocratie américaine. Donc rien de très surprenant. Et Margot avait raison de rappeler cette disposition légale de 78. Ça n'a absolument rien d'une persécution ad hominem. C'est simplement le respect d'une loi par rapport à une agence fédérale à laquelle, effectivement, tout président sortant est tenu de remettre l'intégralité des documents pertinents relatifs à son mandat. On a vu ces images, vous parliez du soutien justement des partisans de Donald Trump. On a vu, ils étaient devant la résidence de Mar-a-Lago, toujours là pour l'ancien président, et on les voit de nouveau. Donald Trump joue là-dessus, clairement. Il peut en profiter finalement de ça, il peut jouer là-dessus. Galvaniser ses partisans, mais ça peut également lui desservir d'une certaine manière, où il s'éloigne petit à petit tout de même de cette ligne du Parti républicain qui affiche un certain conservatisme et qui ne veut pas non plus déroger aux règles
règles de la démocratie. Donc, pour l'instant, Donald Trump, le véritable problème, c'est quels seront les documents qui vont être récupérés par le FBI dans cette dernière perquisition. Et si là, il s'agit de documents qui sont en rapport avec l'assaut du Capitole, parce qu'il y a là tout de même cette question, même si on ne sait pas si l'enquête est véritablement liée au Capitole et que les médias américains disent que pour le moment non, au final, on n'en sait rien parce que certains des documents peuvent être tout de même des échanges des services secrets, par exemple, lors de l'assaut du Capitole, qui pourraient être retrouvés dans cette résidence de Mar-a-Lago. Et là, si c'est le cas, ils pourraient devenir inéligibles. Mais c'est vrai qu'il peut dénoncer la cabale politique, l'injustice, enfin c'est tout. Il adore ça, Donald Trump, finalement, il peut vraiment s'en servir. C'est ce carburant qui l'a porté à la présidence contre les pronostics des analystes les plus aguerris de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire, en permanence, jouer le vrai peuple, et là encore, j'emprunte son lexique, ce n'est pas le mien, contre des élites arrogantes, corrompues, élitistes donc par principe, ce sont des élites, mais suffisantes et qui seraient animées par une sorte de goût de la cooptation et le mépris du peuple américain. Donc, si vous voulez, il a un seul ressort, il joue en permanence sur celui-là, et ça a été relativement efficace pour son accession à la présidence. Et dans son logiciel psychique, il n'y en a pas d'autre. Et par ailleurs, j'observe sur l'anecdote assez triviale des documents qui auraient bouché les toilettes des Maisons-Blanches qu'il aurait dû apprendre dans sa carrière de trafiquant immobilier que les déchiqueteuses, ça existe. On est quand même dans un degré d'irresponsabilité qui est toujours plus haut avec Donald Trump. Si vous voulez, moi, depuis le début de sa campagne électorale, j'essaye de penser contre moi-même, en me disant, ne cédons pas précisément à la tentation de l'ironie, de la dérision. C'est difficile. En fait, on a l'impression que depuis toutes ces années, il s'est épuisé à valider les stéréotypes les plus brutaux et les plus grossiers qui couraient sur lui. Et encore une fois, ça s'explique très bien en vertu du principe d'efficacité. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui m'a porté à la Maison-Blanche ? Qu'est-ce qui a failli me permettre d'y rester 4 ans de plus, voire moins ? Eh bien, c'est précisément ce ressort-là. Et on a beaucoup de mal, de l'autre côté de l'océan, mais ici aussi, à admettre qu'il y a une part significative de l'opinion américaine qui, aujourd'hui encore, on l'estime à 30, 35, voire 40%, estime, et c'est évidemment très majoritaire chez les républicains de stricte obédience, que, comme il le dit très souvent lui-même, on lui a volé sa victoire contre Joe Biden. Donc à partir du moment où vous êtes ancré, enfermé dans quelque chose qui est obsidional, qui est obsessionnel, il n'y a aucune raison de modifier votre logiciel. Général Chevresis, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la question. On va parler Ukraine dans un instant, donc c'est pour ça aussi que vous êtes là sur ce plateau. Mais je voudrais savoir justement, vu ce que dit Vincent Hugeux, que de l'autre côté de l'Atlantique, on a un peu du mal parfois à comprendre ce qui se passe. Vous, de votre point de vue finalement de français, j'ai envie de dire, comment vous voyez ce comportement de Donald Trump qui est toujours dans les excès Trump est une caricature. Il n'a jamais été, je pense, remis au pas, oserais-je dire, dans le respect finalement de la démocratie, de ses grands principes. Et il a cru aussi qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde, dans les différentes démocraties, grandes démocraties, vous voyez que ce problème de la remise en cause des élites, y compris chez nous, existe, que le complotisme, ça fait partie aussi du complotisme, existe, et que finalement il y a une partie des populations dans un certain nombre de pays qui ne se reconnaissent pas dans ceux qui les gouvernent. Ils sont toujours prêts à trouver une explication qui n'est, je dirais, détournée pour dire oui, il y a un complot, oui, ils veulent prendre le pouvoir, et puis après ceux qui y sont, ils veulent le garder. Au Brésil, Bolsonaro, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Si jamais il y a des élections, je ne reconnaîtrai pas les élections. Il prend le même discours. Alors on parle de populisme, effectivement, c'est en gros essayer de garder le pouvoir parce qu'on s'estime représenter le peuple malgré toutes les instances et les élections qui existent. Et c'est exactement le jeu de Donald Trump, c'est de délégitimer toutes les institutions démocratiques, que ce soit le FBI, on l'a vu avec James Comey qu'il avait limogé, Christopher
fort vrai qu'il a nommé en 2017, qui est actuellement le chef du FBI et avec qui il a des relations tendues depuis sa nomination en 2017. Et puis aussi toutes les enquêtes judiciaires qui sont autour, que ce soit la commission parlementaire ou l'enquête au civil et au pénal qui ont lieu à New York, qu'il pointe du doigt comme des affaires complètement politiques. Et ça, c'est tout le jeu de Donald Trump. Avec un élément qu'il faut garder à l'esprit, ce sont bien sûr les échéances électorales. Trump Vous voyez ce reste... sondage-là, 69%, il a 69% des votes, j'ai envie de dire, des conservateurs, c'est ça, dans un récent sondage qui a été fait samedi. Ça paraît incroyable. Oui, parce que lui est persuadé qu'il peut prendre sa revanche sur l'histoire et sur l'injustice atroce qui lui a été infligée dès le scrutin de 2024. Il y a des élections de mi-mandat qui approchent, donc tout ça est dans un contexte électoral assez effervescent. Et sur son hypothétique candidature, voire ce qu'à Dieu ne plaise, sa réélection, ça commence à bouger du côté des Républicains et il le sent. C'est-à-dire que j'écoutais quelqu'un que les téléspectateurs de LCI connaissent bien tout à l'heure, Jean-Éric Brana, qui fait le pari depuis 2 ans qu'il ne sera pas en mesure de se présenter. Et qui évoque aussi l'apparition de fissures, voire de fractures au sein du Parti républicain, avec 2 hommes dont les ambitions sont maintenant patentes. Bien sûr, Mike Pence, l'ancien vice-président, qui lui est sur un registre un peu plus modéré. Et puis Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui lui, à l'inverse, se pose un peu en filleul, voire en dauphin légitime de Trump, si toutefois ce dernier n'était pas en situation de briguer un nouveau mandat. Et lui qui obtenait 24% contre 69. Allez, on est en direct avec Jean-Claude Beaujour. Bonjour, vous êtes avocat spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous dans LCI Midi. Pour revenir sur cette perquisition, vous qui êtes sur place, j'imagine que vous avez des informations. Est-ce que c'était une surprise ? Donald Trump dit, je cite, « Cette perquisition non annoncée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée ». Non annoncée, l'ex-président ne s'y attendait vraiment pas ? Alors, il s'y attendait, il le redoutait parce que vous savez que depuis plusieurs mois, le département des archives avait mis Donald Trump en demeure de restituer plusieurs caisses de documents qui comprenaient des pièces qui relèvent, qui sont la propriété du gouvernement américain, et il a fallu qu'ils remettent ça à plusieurs reprises. Le département des archives a même été obligé de saisir le ministère de la Justice pour contraindre en quelque sorte Donald Trump. Donc, il savait que les choses pouvaient mal se passer pour lui, mais je pense qu'il est dans ce rapport de force, il est dans cette logique où il veut se poser en victime politique. Ça n'est pas pour lui un débat judiciaire, d'ailleurs il le dit. Curieusement, en tout cas, pour lui, il n'était pas à Mar-a-Lago parce qu'il était à New York, et c'est son fils Eric Trump qui lui a appris qu'il y avait effectivement ce déferlement qu'il a considéré comme étant injustifié. Mais vous savez, Donald Trump a beaucoup de partisans. Il ne faut pas oublier que je partage partiellement ce qui a été dit, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas simplement sa volonté de se présenter, c'est qu'il est parvenu parfaitement à jouer le clivage politique, parce qu'aujourd'hui l'Amérique est tellement fracturée que tous ceux qui sont antidémocrates se croient obligés d'être un peu pro-Trump. En tout cas, les républicains savent qu'ils vont devoir compter avec Donald Trump. D'ailleurs, il distribue des bons et des mauvais points en ce moment dans le cadre des élections de mi-mandat qui arrivent. Jean-Claude Beaujour, quelles conséquences cette perquisition peut avoir sur Donald Trump ? Est-ce qu'il peut devenir inéligible, par exemple, pour la présidentielle de 2024 ? Alors, pour la présidentielle de 2024, tout cela me semble un petit peu rapide sur le plan purement juridique. La première des choses, il faut quand même rester au conditionnel, c'est quand même la prudence en matière juridique. Les documents seraient des documents classifiés, et en tout état de cause seraient des documents sensibles. Je vous rappelle simplement, il y a 2 précédents. Il y a l'ancien conseiller à la sécurité de Bill Clinton qui, en 2015, a plaidé coupable parce qu'il avait emporté ou conservé par devers lui un certain nombre de documents confidentiels, en tout cas sensibles. Et puis le cas de Donald Kreiser qui a conservé plus de 3000 documents sensibles, qui a écopé d'une peine de prison. Donc le fait de conserver des documents classés secret défense
peut conduire à la prison. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que les documents qu'a emporté l'ancien président étaient classifiés défense. Vous savez que le président a la possibilité de déclassifier de déclassifier certains documents. Donc le sujet est de savoir est-ce que les documents qu'il a emportés étaient confidentiels défense ou pas. Et éventuellement, si ces documents étaient confidentiels, s'ils étaient classifiés confidentiels défense, il pourrait y avoir des poursuites prises par le ministère de la Justice et éventuellement conduire à des sanctions. Mais nous sommes encore très loin. Vous savez, le processus judiciaire, des enquêtes, etc., me font dire que l'affaire ne sera pas purgée pour 2024, c'est-à-dire en moins de 2 ans. Vincent Hugeux ? Oui, il y a d'autres casseroles judiciaires Oui, bien dans sûr. le sillage de Donald Trump. Il y a quand même 2 enquêtes ouvertes à New York, l'une civile, l'autre pénale, sur les soupçons de fraude financière de la Trump Organization. Donc ça, c'est une première chose. Et puis n'oublions pas que même si pour le moment, il n'y a pas eu de poursuite explicite, l'enquête se poursuit quant au rôle qui fut le sien et donc à la responsabilité notamment politique et morale lors de l'assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole. Jean-Claude Non, Bougeot. oui, ça c'est très clair. Sur le 6 janvier, il est évident que le ministère de la Justice se posera une question qui sera très très claire. Hein. Est-ce qu'il doit engager des poursuites contre Donald Trump? Parce qu'il y a un faisceau d'indices qui est vraiment concordant. On a entendu son ancien conseiller juridique indiquer que le président est allé vers une voie qu'il ne partageait pas. Il a même dit qu'il a était en état de démissionner ou qu'il était démissionnaire ou qu'on l'aurait plus ou moins démissionné verbalement. Donc les choses sont allées très loin et il semble bien qu'y compris l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, qui était en tête pour dire qu'il y avait fraude, dit pas exactement la même chose aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des fissures. Moi simplement, ce que je faisais remarquer, c'est que soyons attentifs au temps judiciaire qui parfois dans ce type d'affaires est particulièrement long, alors que l'élection, elle est pour dans 24 mois. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour pour votre décryptage de cette actualité américaine. Donc on ne manquera pas de suivre. On reste sur cette page internationale. On part cette fois-ci en